C'est l'heure du magazine de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Archiculture. Aujourd'hui, dans la première partie, nous allons nous pencher sur une question importante de la gestion urbaine, notamment la salubrité en milieu urbain. Nous allons voir dans la rubrique Ma ville et ses enjeux de cette édition l'importance de la salubrité en milieu urbain, l'importance aussi d'impliquer les communautés locales dans ces initiatives et surtout quelques initiatives locales en matière de salubrité à Niamey. La salubrité est un enjeu crucial pour la ville de Niamey. Elle est essentielle pour la santé publique et l'environnement. Les déchets non collectés, les eaux usées non traitées peuvent entraîner des maladies graves. De plus, la salubrité urbaine est importante pour l'économie du pays, car elle influence l'attractivité d'une ville en termes d'investissement. Ainsi, les urbanistes jouent un rôle clé dans la planification et la salubrité urbaine afin de garantir la santé et le bien-être des habitants de la ville. La salubrité urbaine, elle est directement liée à la planification urbaine. Si on peut le dire, c'est même une conséquence directe de la planification urbaine. Parce que dans son organisation de l'espace de la ville, la planification urbaine, elle prévoit déjà des infrastructures nécessaires à un cadre de vie sain, comme les réseaux d'assainissement, les systèmes de gestion des déchets, les réseaux de drainage des eaux pluviales, les voiries et aussi les espaces publics bien aménagés. Les associations qui œuvrent pour la salubrité urbaine sont des acteurs clés dans la protection de l'environnement et de la promotion de la santé publique. À travers leurs actions, elles contribuent à créer des environnements plus sains et plus durables pour les habitants de la ville. En travaillant avec la communauté locale, ces associations ont un impact significatif sur la qualité de vie des habitants et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable. Notre structure n'est pas en reste par rapport à la santé publique. Donc, nous menons des activités de salubrité au niveau de la commune Niamey 1. Et quand on lance un appel aussi pour une question de salubrité au niveau de la ville de Niamey, de tout temps, nous avons répondu présent. Sinon, on fait de notre mieux vraiment pour entretenir un environnement propre, parce qu'on dit que la propriété apporte la santé, comme on le dit. Comme de nombreuses villes, la ville de Niamey est confrontée à des défis importants pour l'amélioration des conditions de vie des habitants. Les urbanistes qui travaillent sur le terrain font face à des contraintes multiples. Les urbanistes, si je peux me le permettre, se heurtent à plusieurs défis par rapport à la question de salubrité urbaine de la ville de Niamey, mais qui a même les principaux, on va les citer, la forte et rapide croissance démographique. Cette croissance démographique, elle augmente la production des déchets, des besoins en services, qui souvent dépassent les capacités actuelles de la ville. On peut aussi citer le phénomène d'urbanisation qui est parfois non planifié. Il y a aussi l'insuffisance d'infrastructures d'assainissement. Pour les municipalités, on constate une limitation de moyens financiers et techniques pour la gestion des déchets de la ville de Niamey. Il y a aussi une faible échelle de sensibilisation et de communication. Et surtout, le cœur de ce problème, qui est l'incivisme urbain auquel nous faisons face. L'implication de la communauté est un élément clé pour la réussite des projets de salubrité à Niamey. Elle est la première concernée par la qualité de son environnement. Oui, bien. D'abord, dans un premier temps, c'est quelque chose qui se décide au niveau de la base, la population d'abord. Une fois que l'initiative ou bien l'idée est mise,
Donc nous partons vers les chefs de quartier et ensuite si les chefs de quartier ils acceptent, donc on part au niveau de la mairie et c'est toute une chaîne quoi, avant d'aller vraiment dans l'activité proprement dite. Parce que souvent il y a la question sécuritaire aussi, parce que si on ne peut pas mener des activités sans pour autant mettre au courant ou bien informer l'administration publique. En impliquant la communauté locale de manière proactive, les urbanistes peuvent s'assurer que les projets de salubrité répondent aux besoins réels des habitants. Plusieurs approches peuvent permettre aux urbanistes d'impliquer la communauté locale concernant la question de salubrité urbaine. On a tout d'abord la participation communautaire au moment même de la planification urbaine. Il faut que la communauté se sente impliquée parce que c'est une question qui la touche directement. Il y a aussi la sensibilisation et l'éducation environnementale. Il faut qu'on pousse les gens à comprendre qu'est-ce que l'environnement, pourquoi protéger l'environnement et qu'ils sachent aussi que notre santé est vraiment liée aux questions environnementales. Et aussi la création des comités locaux de salubrité dans les différents quartiers. Selon les urbanistes, l'implication communautaire dans la promotion de la salubrité urbaine a des avantages très spécifiques pour le développement d'une ville. Et la participation communautaire a des avantages très conséquents en ce qui concerne la question de salubrité urbaine. Parce que déjà, il y a le renforcement des liens sociaux qui créent des ouvertures interacteurs. Il y a aussi une meilleure identification des problèmes. Il y a encore ce sentiment de responsabilisation de la communauté concernant son cadre de vie. Malgré le travail acharné que ces associations mènent pour améliorer la santé publique à travers la salubrité, ces derniers rencontrent quelques défis qui limitent leurs actions. En termes de salubrité urbaine, ici avec l'association d'action citoyenne, le projet Mon École participe pleinement dans la conception des pavés et nous sommes souvent sur le terrain pour pouvoir poser. Et j'ai pris sous ce soleil ardent que les gens nous disent, vous là, on vous donne quoi? Vous gagnez quoi? Et pourtant cette même personne demain doit venir emprunter ce chemin-là. Dire que non, c'est bien. On prenait un peu ici la voie vers le Nord. On a arrangé cette voie-là à travers les pavés qui ont été conçus au niveau de la méritage. Donc aujourd'hui, si nous le faisons, si tout le monde le fait, on ne peut pas parler de façon négocialement. On va parler aussi de l'action citoyenne. Et ce sont ces actions-là que nous menons. Ce sont ces actions-là que nous avons de vouloir faire comprendre à tout le monde que le pays appartient à tout le monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait un changement. La sensibilisation doit toujours être de mise. Donc vraiment, le défi que nous rencontrons ou bien que nous lançons, c'est vraiment de maintenir notre environnement propre et de faire en sorte que cela serve d'école pour les autres communes. Il faudrait faire la sensibilisation, il faut sensibiliser la population pour que nous puissions maintenir notre environnement propre pour une question de santé publique. Donc en dehors de la sensibilisation, nous passons aussi à l'action, c'est-à-dire qu'à la salubrité proprement dite, de temps en temps, pour ne pas dire chaque fin de mois. Donc vraiment, nous sommes là aussi vraiment en train d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice, comme on le dit. La salubrité urbaine est un enjeu majeur pour la santé publique et l'environnement. Les initiatives des différentes associations sont des exemples de l'engagement citoyen pour améliorer la qualité de vie de la ville de Niamey. Il est important que les autorités locales prennent en compte les défis de la salubrité urbaine. Après cette première partie, chers téléspectateurs, en conseil pratique, on va se poser une question véritablement importante dans le secteur de la construction. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la durabilité d'une bonne construction? Si vous demandez à des spécialistes ou à des architectes, ils vont vous parler sans doute de la fondation. La fondation, c'est le pilier qui porte le bâtiment ou l'infrastructure sur elle-même. Et en conseil pratique, chers téléspectateurs, on va aborder cette question. On va aller vers un spécialiste, un ingénieur, qui nous parle des caractéristiques d'une bonne fondation.
La fondation, c'est un élément structurel qui permet la transmission des charges, notamment les charges permanentes et les charges d'exploitation du bâtiment vers le sol. La fondation a plusieurs rôles. Parmi ces rôles, on peut citer la transmission des charges afin d'éviter les tassements différentiels, établir un équilibre du bâtiment au niveau du sol, mais aussi éviter les poinçonnements sur ce même sol. Une bonne fondation doit être caractérisée par plusieurs points. Notamment, elle doit être bien dimensionnée, c'est-à-dire bien ferraillée. Elle doit assurer l'équilibre du bâtiment au niveau du sol et donc éviter les tassements différentiels. Nous avons 3 niveaux. Avant la réalisation d'ouvrage, il faut avoir le rapport géotechnique en sa possession. Deuxièmement, il faut vérifier la profondeur des fouilles qui doit être respectée impérativement. Deuxième chose, s'assurer du dosage du béton qui doit être de 350 kg par mètre cube selon les ouvrages bien sûr, mais aussi le ferraillage qui doit être également très bien contrôlé et aussi le bon enrobage. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, c'est la nature du sol. Selon que le sol soit argileux, sablonneux ou bien même latéritique. Nous avons également le facteur de l'importance du sol qui devrait être aussi pris en compte. Il y a également le niveau de la nappe phréatique dont on doit s'assurer qu'il ne va pas poser problème pour notre fondation. Fondation, pour un projet donné, il faut d'abord s'assurer de l'état du sol et aussi de la charge que le sol là devrait supporter. Si le sol est très bon, les semelles isolées ou bien les semelles filantes sont largement suffisantes. Si le sol est moyennement bon ou faible, on peut passer au radier général. Mais si le sol est vraiment très très faible, là il faut passer à fondation sous pieux ou bien des fondations profondes, comme on les appelle. Inclure sont tout d'abord le plan d'implantation des semelles et ensuite les détails de ferraillage de ces mêmes semelles. Puis nous avons les différentes coupes et aussi le niveau de profondeur des fouilles. On utilise généralement dans les fondations, c'est le béton armé qui est connu pour être plus résistant à la compression, mais aussi à la traction si on y ajoute des aciers. Le deuxième matériau, c'est le béton de propriété qu'on utilise également afin d'aplanir la surface qui devrait accueillir la future semelle. Et nous avons aussi les moellons ou bien le béton cyclopéen qu'on utilise dans le cas où nous avons des remontées capillaires. C'est avec ces 2 rubriques que nous fermons cette édition du magazine Archiculture, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'avez bien suivi, apprécié. N'oubliez pas que le prochain rendez-vous est dans 2 semaines sur la télévision nationale. D'ici là, vous pouvez révisionner ces numéros sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans ou l'écouter sur la radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance sur 96.6 MHz à Niamey et ses environs. Portez-vous bien et on se revoit dans 2 semaines pour une prochaine édition. Bonsoir.